25 000 personnes selon la police, 50 000 selon les organisateurs. Ils étaient en tous les cas, encore une fois, nombreux à défiler dans les rues de Bruxelles pour réclamer une politique climatique plus ambitieuse. Le gouvernement vient justement de dévoiler son budget fédéral. Alors y a-t-il des réponses concrètes, efficaces? On va en débattre avec des participants à cette marche et des politiques. Autour de la table, Adélaïde Charlier, bonjour. Vous êtes un des visages de Youth for Climate. Karine Thibault de Greenpeace Belgique, bonjour. Merci d'être avec nous. Et puis, du côté politique, Séverine de Lavelaye, vous êtes députée fédérale pour Écolo, parti de la majorité. On attend, s'il nous rejoint, le président du MR, Georges-Louis Boucher, un autre parti de cette coalition fédérale. Avant de vous donner la parole à tous les trois, je vous propose d'aller à la rencontre de ces personnes qui ont manifesté dimanche. Ce sont nos collègues Anaïs Corbin et Marjorie Félinger qui en dressent le portrait. Clotilde a 16 ans. Elle est élève en secondaire et est venue avec ses amis pour sa 3e marche pour le climat. Pour nous, étudiants, c'est vraiment chiant de se dire qu'on va à l'école tous les jours et que... on a l'impression de finalement d'y aller pour rien. Si tu te dis que ton avenir il n'est pas garanti parce que les politiques font pas gaffe et nous aident pas climatiquement parlant, voilà, on a envie de montrer encore et encore que c'est pas fini et qu'il faut continuer à se battre, quoi. Continuer à se battre, c'est aussi la philosophie de Yannick, un enseignant de 39 ans qui en est à sa 7e marche. On trouve ça important que les politiciens notamment bougent parce qu'ils disent beaucoup de choses, mais pour l'instant ça ne se traduit pas en actes. Donc on est là pour mettre un peu de pression à la veille de la COP26 de Glasgow pour que l'urgence scientifique se traduise en urgence politique. Plus de 10 participations à la marche pour le climat pour Françoise, professeure de 54 ans. De toute façon, si on veut que les choses bougent, il faut être dans la rue, que c'est un engagement citoyen et que c'est peut-être la seule façon pour faire changer les politiques et prendre des mesures concrètes. Des mesures concrètes, c'est aussi ce qu'attend Gwenaël, ce conseiller en environnement qui lui a débuté sa première marche. Un investissement personnel en fait pour montrer au monde politique qu'il faut agir. On a une part de responsabilité au niveau personnel, mais il faut vraiment un changement systémique. Et ça, il n'y a que les politiques qui peuvent bouger pour que ça se fasse, quoi. Le 22 octobre prochain, un jour de grève scolaire est prévu. Les jeunes ne se rendront pas à l'école afin de protester pour le climat. Alors voilà, on l'a vu, un message qui est connu, qui est répété. Peut-être la première question pour vous, Madame de Lavelaye. Est-ce que dans le budget fédéral qui vient d'être présenté entre notre versus d'aujourd'hui et cette manifestation, est-ce qu'il y a vraiment des éléments de réponse concrets pour ces manifestants qui ne sortent pas pour la première fois dans la rue, hein, ça on doit le dire? Non, absolument. Ils ne sortent pas du tout pour la première fois dans la rue. Alors, je pense que le budget qui a été déposé par le gouvernement fédéral amène certaines réponses, oui. Alors, ils n'ont pas écrit le budget entre la marche de dimanche et le débat qui a lieu pour l'instant à la Chambre. Mais il y a 4 choses qui, pour moi, sont très importantes dans le budget qui est débattu pour l'instant. D'abord, des investissements majeurs qui doivent nous permettre d'aller plus vite dans la réduction des gaz à effet de serre d'ici 2030. Ce sont des engagements, des investissements notamment dans le rail, dans les énergies fossiles, mais aussi dans l'isolation des bâtiments publics. Ça, c'est un premier poste qui est significatif dans le budget qui est sur la table. Le deuxième, c'est évidemment celui de la justice sociale. On le sait bien, la justice climatique, c'est aussi protéger les plus vulnérables face au changement climatique. Et c'est ce qu'on a mis sur la table avec la prolongation du tarif social de l'énergie qui va protéger une personne sur 5 en Belgique, 20% de la population, qui se retrouve aujourd'hui très fragilisée par rapport au coût de l'énergie. Alors un 4e volet, c'est évidemment la justice fiscale. Il faut financer la transition et pour ça, on a des leviers au niveau fédéral. Et il y a différentes touches qui sont déjà quand même très concrètes dans le budget qui est sur la table actuellement et qu'on espère pouvoir soutenir dans les heures qui viennent. Et puis le dernier volet qui est
très important pour les écologistes et qu'on passe souvent un peu sous le radar, mais qui pour moi est très très important, c'est celui de la solidarité internationale. On s'est engagé avec les accords de Paris à soutenir les pays du Sud qui sont les premières victimes du changement climatique, alors que historiquement ils en sont les moins responsables, de les accompagner à la fois dans leur réduction d'émissions de gaz à effet de serre et aussi dans leur adaptation face aux impacts du changement climatique. Et là-dessus, il y a une proposition concrète aussi. Alors, Mesdames Thibault-Charlier, ce qui revient souvent, hein, c'est l'urgence. C'est ce mot-là qu'on retrouve dans beaucoup de panneaux. Est-ce que ce que Madame de Laveleye présente ici, ça répond à une urgence climatique ou c'est un pas dans le bon sens? Allez, qui veut répondre là-dessus? Allez, je vais commencer. Disons que ce qui est demandé par les manifestants qui sont venus ce dimanche, c'est que les responsables politiques prennent leurs responsabilités face à une crise qui est la crise de cette décennie et la crise du siècle, et que le climat soit la colonne vertébrale de l'ensemble des politiques. Alors, il y a des éléments dans le budget qui, évidemment, répondent en partie aux manifestants, mais pas assez. Donc, peut-être l'élément sur l'investissement. Donc, c'est sûr qu'une chose qu'on salue toutes et tous, c'est qu'il y a un retour de l'investissement. On n'est plus dans une situation désinvestie dans le rail, dans l'isolation des bâtiments et tout. On va au contraire investir, vous l'avez dit, mais c'est pas assez. Au regard de ce qu'on doit faire et de la transition dont on a besoin, en fait, ce qu'on demande, c'est 2% du PIB chaque année. Et là, pour l'instant, ça n'est pas, en tout cas, proposé dans le budget. C'est pas le grand basculement, Adélaïde Charlier, qui est demandé. Finalement, quand on regarde le programme de la coalition climat, qu'on trouve très facilement, hein, en quelques clics sur Internet, il y a toute une série de mesures. C'est digne des partis politiques avec les plus grands centres d'études. Est-ce que ça va aussi loin, finalement, ce qui est proposé aujourd'hui par le gouvernement? Est-ce que ça vous satisfait? Je pense que ce n'est pas une question de voir est-ce que ça satisfait ceux qui sont dans la rue. Ceux qui sont dans la rue parce que ça ne satisfait pas les faits, ce qui est sur la table, ce qui est mis par des scientifiques. Le but de Youth for Climate, des Jeunes pour le Climat, c'est de créer un pont entre l'urgence qui est mise sur la table par les scientifiques et le politique. Ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est qu'avec toutes les ambitions qui sont sur la table à un niveau mondial, on se dirige toujours vers une augmentation du réchauffement planétaire de 2,7 degrés. On nous a promis en 2015, avec 15 ans, qu'on allait limiter le réchauffement planétaire à bien en dessous de 2 degrés. Donc ça veut dire qu'avec les ambitions aujourd'hui, alors qu'on n'a même pas encore essayé de les atteindre, on n'y est pas. Donc c'est pas est-ce que ça suffit ou pas, les faits sont sur la table. Ce qu'on met aujourd'hui en place ne sera pas suffisant pour faire face au dérèglement climatique et pour limiter le réchauffement planétaire à bien en dessous de 2 degrés. On a un budget et une politique insuffisante en Belgique, Madame de Laveleye. Alors oui, je vais juste temporiser un tout petit peu ce qui vient d'être dit. C'est pas le gouvernement fédéral belge qui doit garantir de rester sous le seuil des 2 degrés. Non, mais est-ce que la Belgique fait vraiment sa part? Alors je pense que la Belgique a enfin commencé à prendre au sérieux la crise climatique avec le gouvernement fédéral que nous avons maintenant, mais pas que. C'est aussi le cas des gouvernements régionaux, bruxellois et wallons tout particulièrement. C'est aussi la responsabilité de nos entités au niveau communal. Et donc il y a vraiment un changement dans l'énergie et la place qu'on laisse à la crise climatique dans les politiques publiques pour l'instant au niveau belge, mais aussi au niveau européen, où les leviers sont très importants. Et donc, et aussi évidemment au niveau international, la COP a lieu dans quelques jours. On doit venir préparer au niveau européen et au niveau belge. L'Europe fait un pas en avant significatif et vont défendre une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030, ce qui est significatif comme avancée. Et la Belgique, dans la mesure du possible, le soutient, même si on sait qu'on n'a pas encore d'accord intra-belge. Madame Thibault, on a un peu l'impression quand même qu'on se dit, en Belgique, si j'écoute Madame de Laveleye, hein, on fait ce qu'on peut et puis c'est aux autres de se bouger. Vous adhérez à ça? La Belgique fait tout ce qu'elle peut? Alors, je pense que ce qu'on peut acter, c'est que les mouvements climat qui ont eu lieu en 2019 ont eu un effet. Ça veut dire qu'on a des engagements en termes d'ambition qui s'alignent, alors pas suffisamment encore pour rester en deçà des 1,5 degrés, d'élévation de la température de 1,5 degrés, mais qui s'alignent en tout cas sur les moins 55% d'ici 2030. Malheureusement, et ça je pense que c'est exactement l'enjeu des années qui viennent, c'est que depuis 2015, on a eu une baisse des émissions de gaz à effet de serre. Enfin, on a une baisse des émissions de gaz à effet de serre jusqu'en 2015 et depuis on stagne. On a une légère baisse pendant la pandémie, mais qui en fait n'est pas structurelle. Et donc ce qu'on a besoin de voir maintenant, c'est que les courbes descendent. Ça veut dire qu'on émet beaucoup moins de gaz à effet de serre parce que c'est... Est-ce qu'il faut être plus contraignant? Est-ce qu'il faut obliger les gens à consommer moins de viande, à se déplacer moins en voiture, en avion? Est-ce que ça passe par des obligations, Madame de Laveleye?
Je pense qu'il faut un mix. Il faut un mix. En fait, je pense que ce qu'on demande à travers le New Green Deal, les 100 mesures qu'a développé la coalition climat, c'est en même temps des mesures contraignantes. Ça veut dire qu'il va falloir avancer pour transformer, par exemple, l'industrie, pour arrêter d'avoir des publicités, par exemple, qui font la promotion des combustibles fossiles. Donc, il va falloir des mesures contraignantes. Mais d'un autre côté, et ça, c'est extrêmement important, il faut un plan de transition juste. Ça veut dire qu'il faut accompagner tout le monde pour que les personnes qui, en tout cas, vont aussi avoir du mal, qui ont déjà du mal maintenant, vous l'avez dit, hein, un ménage sur 5 a du mal en Belgique à payer ses factures d'électricité, pour accompagner ces gens, pour qu'effectivement, ils aient une vie de qualité. Et ça, je pense que c'est quelque chose que tout le monde défend. Si on a des politiques climatiques ambitieuses, c'est bénéficiaire pour beaucoup de gens. Rien qu'en Belgique, c'est la Commission européenne qui l'a calculé, on parle de 90 000 nouveaux emplois. C'est gigantesque en termes de bassin d'emploi. Dans le programme de la coalition climat, vous l'avez dit, on veut agir sur les publicités pour inciter les gens à consommer moins, notamment moins de voitures, de produits polluants, de viande. Consommation abusive de viande devrait être interdite, c'est ce que je vois dans le programme. Adélaïde Charlier et les gens qui manifestent, ils sont vraiment tous conscients de ça, ceux que vous rencontrez sur le terrain, ils sont prêts à ce grand basculement, ou bien c'est plus une sortie de famille parce qu'on se rend compte que la planète ne va pas bien et qu'on veut éviter de nouvelles inondations. Est-ce que vraiment, voilà, j'insiste avec ma question, les gens sont-ils vraiment conscients dans les 25 à 50 000 marcheurs de ce que vous leur demandez de faire comme effort ? Mais je pense que la plupart, oui. C'est impossible de mettre tout le monde dans le même paquet, évidemment. Mais évidemment, quand on sort dans la rue, donc ça veut dire un jour où on décide qu'on ne va pas plutôt aller marcher dans une forêt, mais en fait, on va aller marcher aux côtés de beaucoup d'autres qui demandent très concrètement un changement. Voilà, il est là. Après, je pense qu'il est important de pointer du doigt, enfin de mettre en avant le fait que si on marche dans les rues, c'est parce qu'on doit pas se faire passer un message dans le monde politique et le monde privé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le citoyen ne pourra pas changer seul. Alors oui, il doit faire des changements dans sa vie du quotidien, mais ça ne sera pas suffisant. Et même aujourd'hui, faire des changements dans nos habitudes, c'est un privilège parce que ce n'est pas accessible à tous. Donc il y a un réel besoin d'aide à la transition de la part du secteur privé et du secteur politique, enfin de la sphère politique. Et donc c'est pour ça qu'on sort dans la rue. C'est de se dire, aidez-nous. Aujourd'hui, on ne peut pas faire autre chose que prendre la voiture pour aller au travail si on habite à la campagne. On ne peut pas faire autre chose que prendre un avion pour partir en vacances si on n'a pas le budget de prendre le train. Donc les choix en fait qui nous sont offerts ne sont pas des choix, c'est des faux choix. Et c'est là qu'on a besoin du politique pour nous offrir une réelle transition. Du côté politique, dans le budget, j'ai vu qu'il y avait évidemment un certain nombre de mesures que vous avez citées. Et vous en parliez, Madame de Lavelaye, l'accompagnement des ménages pour payer leurs factures d'énergie, de gaz. On sait que ces prix du gaz et de l'électricité explosent. Ça concerne évidemment les ménages avec les plus faibles revenus. Est-ce que vous êtes en train de nous dire, avec ces mesures, que finalement, il y a un côté social et que c'est une forme de nouvelle lutte des classes parce qu'on veut accompagner ceux qui ont le moins de moyens? C'est quoi? Parce que les riches sont supposés eux-mêmes, de leurs propres moyens, faire les investissements nécessaires? Il y a une forme de nouvelle lutte des classes derrière la lutte contre le dérèglement climatique? Je ne sais pas si c'est une nouvelle lutte des classes, mais ce qui est évident, c'est que le changement climatique touche déjà aujourd'hui les personnes les plus précaires. Et que donc, on a une obligation morale, politique, éthique d'accompagner ceux qui sont les perdants de la mondialisation, très énergivore au niveau climatique et qui pénalise aujourd'hui les plus fragiles chez nous et dans les pays dits du Sud. Et donc, il est bien évident que si on veut accompagner tous les Belges, tous les Européens et toutes les populations mondiales sur le chemin de la transition, il faut leur en donner les moyens. Et commencer par laisser les personnes avoir froid cet hiver n'est juste pas la réponse à la hauteur de la responsabilité que nous avons. Dans les manifestations, tout le monde est le bienvenu. Bien sûr, oui. On a vu des politiques. On a vu des politiques, des drapeaux de partis. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que des politiques viennent défiler pour critiquer le gouvernement auquel ils participent? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de récupération ou d'hypocrisie là derrière? On vous entendra là-dessus, mais qu'en pensent les organisateurs? En tout cas, on a une position très claire dans ce cas-ci organisatrice, c'est qu'en fait, le dimanche, les personnes qui sont responsables politiques ou qui sont membres d'un parti sont des citoyens, des citoyennes comme les autres et peuvent se mobiliser, participer à la mobilisation. Par contre, il est très clair aussi que les partis politiques sont toujours derrière. Ça veut dire que qui organise ces mobilisations, ce sont avant tout les jeunes, les membres de la coalition climat, qui sont plus de 80-90 organisations maintenant. Donc c'est eux qui sont, c'est les citoyens qui sont devant, avant les partis politiques. Mais la grande question centrale, c'est qu'est-ce qu'ils font le lundi matin? C'est ça la question. Ça veut dire que
Que le dimanche, il y ait des partis politiques qui soient présents, ça montre leur préoccupation pour le climat et en soi, aucune organisation ne s'y oppose. Vous les sentez sincères, honnêtement? C'est pas une manière d'être dans un mouvement dont on sait qu'il est populaire, qu'il est médiatisé? Je pense que ce qui est sincère, c'est l'engagement politique qui sera pris le lundi et le fait qu'on mesurera véritablement une réduction des émissions de gaz à effet de serre. En fait, toute politique climatique devrait être mesurée par rapport à cette réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est ça qui compte. Est-ce qu'on a encore du CO2 ou pas dans l'atmosphère et est-ce qu'on en émet de la même manière? Et c'est à ça, je pense, que l'ensemble des manifestants et des organisations dont nous faisons partie allons regarder les responsabilités que les politiques ont prises. Vous n'avez pas l'impression parfois qu'on essaye d'une manière ou d'une autre de vous récupérer? Vous n'avez pas déjà eu parfois l'impression, tout le monde vous court derrière, les médias, les partis politiques aussi, tout le monde essaye d'avoir ce visage, cette figure médiatique que vous êtes aujourd'hui, et vous ne sentez pas qu'il y a parfois un peu de récup là derrière? Honnêtement, je ne pense pas, et ça serait le premier message que je fais toujours passer, c'est que nous avons besoin aujourd'hui que tous les partis politiques prennent en compte l'urgence climatique. Ce n'est pas une question de culture, ce n'est pas une question aussi de valeur, c'est clairement, on fait face à une urgence, face au Covid, peu importe la couleur dont on devait agir. Donc aujourd'hui, face à l'urgence climatique, peu importe la couleur, j'espère qu'on va prendre sérieusement cette crise. Madame de Lavelaye, vous étiez, vous, à la manifestation? Oui, bien sûr. Et vous avez demandé le dimanche des mesures que vous n'êtes pas forcément en mesure de réclamer au Parlement le lundi? Mais alors, déjà, je voudrais rappeler que je n'étais pas juste en manifestation dimanche. Moi, ça fait 20 ans que je milite pour la justice climatique. Et donc, ça aurait été particulier que je ne sois pas là ce dimanche. Commençons par dire ça. Alors, d'abord, je pense que le message des marcheurs et des marcheuses dimanche s'adressait plus largement que juste au gouvernement fédéral. Il y avait un message très clair vis-à-vis de la COP26 qui approche. Il y a un message très clair au niveau européen, où il y a des enjeux énormes en matière climatique. Et puis, évidemment, un message très clair pour le gouvernement fédéral et les régions. Alors oui, moi, je pense que c'est notre rôle d'écologistes au sein des gouvernements dans lesquels nous sommes représentés de peser le plus fort possible dans le rapport de force. Parce qu'on le sait, on a un gouvernement au niveau fédéral à 7 partis. On a un projet qui tient la route, sur lequel on a vraiment envie d'avancer ensemble. Mais chaque jour, c'est notre rôle comme écologistes de s'assurer que la crise climatique et la crise sociale soient au cœur de toutes les décisions. Est-ce qu'elle l'est vraiment aujourd'hui? Puisqu'on voit que les demandes réclamées au nom de l'urgence par des manifestants, par des dizaines de milliers de manifestants et sur base de rapports de très nombreux scientifiques, ces mesures ne sont pas appliquées telles quelles, notamment dans le cadre de la politique fédérale. Alors, elles ne sont pas appliquées telles quelles, mais j'insiste quand même sur le fait que depuis le gouvernement Vivaldi, il y a un shift qui a été fait qui est majeur. On a aussi une ministre du Climat, Madame Khattabi, qui se donne les outils de gouvernance pour accompagner ce gouvernement pas à pas, parce qu'on a des objectifs très clairs de réduction de gaz à effet de serre de moins 55% d'ici 2030, mais aussi maintenant une feuille de route qui contraint chacun des ministres de quantifier les tonnes de CO2 qui sont liées à leur politique. C'est la première fois qu'on a ça dans l'histoire de la Belgique. Ça veut dire que tous les 6 mois, tous les ministres du gouvernement fédéral rendront compte en interne de leur gouvernement, mais donc vis-à-vis du Parlement aussi, de dire, ben voilà, moi je m'étais engagé à diminuer ma politique de X tonnes de CO2, j'en suis là, et on va pouvoir du coup contrôler s'ils se donnent réellement les moyens d'atteindre leurs objectifs et du coup de voir si les résultats suivent. Alors il y a un dossier qu'on a déjà évoqué à plusieurs reprises à Bruxelles sur BX1, que ce soit dans Versus ou d'autres rendez-vous d'information, c'est la Smart Move, une taxe qui se ferait au kilomètre pour les voitures. Ça figure dans l'accord de majorité régionale. Et puis on voit que ça coince. Il y a systématiquement en Wallonie, en Flandre, une opposition. Est-ce que ça ne montre pas une espèce d'énorme hypocrisie entre les discours et les applications? Oui, Monsieur Boucher, je vous en prie, asseyez-vous. Merci de nous rejoindre. On est en cours, vous nous rejoignez en direct, vous intervenez quand vous le voulez. Tiens, ça va être pour vous la question puisque vous arrivez. On parlait de Smart Move, la taxe au kilomètre voulue par le gouvernement bruxellois qui figure dans son programme. Un moyen peut-être d'inciter les gens à moins rouler en voiture. Le navetteur que vous êtes, qui vient d'arriver, qui a sans doute été bloqué dans les embouteillages, qu'est-ce qu'il en pense? Est-ce que vous comprenez qu'à un moment donné, ça coince? Mais je pense que, tout d'abord, je vous prie de bien vouloir excuser mon retard. Le deuxième élément, pour répondre directement à votre question, c'est que le problème, c'est de créer la véritable alternative qui permette aux gens de s'en sortir. Aujourd'hui, les pouvoirs publics prennent toute une série de décisions pour se donner bonne conscience en disant on agit. Mais si à l'arrivée, c'est tout le temps et en général la classe moyenne
qui doit payer via des taxes, via des impôts, et à qui on n'offre pas nécessairement une alternative possible, ce n'est pas comme ça qu'on va y arriver. Deuxième élément, je crois que c'est très bien de s'intéresser, c'est fondamental bien évidemment, sur toute une série de questions relatives au comportement quotidien, mais je crois que l'État a un enjeu en matière de choix industriels, de choix d'organisation de la société. Alors, ce n'est pas le débat immédiatement, mais si on prend des décisions politiques qui favorisent la consommation d'énergie qui sont émettrices de CO2 ou de sources d'énergie qui sont émettrices de CO2, comme par exemple les centrales au gaz, moi je suis très mal à l'aise d'aller dire à ma voisine qu'elle doit moins utiliser sa voiture, alors que dans le même temps, on va sortir du nucléaire, on va installer des nouvelles centrales au gaz et émettre 13 millions de tonnes de CO2 en plus. Donc à un moment, il faut aussi que ça soit cohérent dans le projet aux yeux de la population. Adélaïde Charlier, la sortie du nucléaire, c'est une des priorités, c'est quelque chose d'important, ce basculement énergétique de la Belgique. Ça reste une de vos demandes pour la coalition climat ? Donc je ne suis pas ici au nom de la coalition climat, évidemment. Oui, mais pour une jeune citoyenne, je pense, encore une fois, comme je l'ai déjà expliqué, cette décision aurait dû être prise il y a très très longtemps. Aujourd'hui, on fait face à 2 mauvais choix. Et donc, c'est évidemment parce que en 2003, quand j'avais 3 ans et qu'on parlait de cette sortie nucléaire, on ne l'a pas fait et qu'on n'a pas assez investi à ce moment-là dans peut-être d'autres alternatives. Évidemment, aujourd'hui, on fait face à 2 très très mauvais choix. Et peu importe ce qui sera choisi, ça sera le mauvais choix pour la jeune génération qui doit faire face à ça. Brièvement, Monsieur Boucher, parce que vous êtes un peu en retard de temps de parole et pour cause. Et puis Madame de la Vallée, sur la sortie du nucléaire. Ça m'arrive pas souvent d'être en retard de temps de parole, comme quoi. Par contre, cette réponse, je l'entends, mais elle ne correspond pas à la réalité. L'Allemagne a décidé de sortir du nucléaire il y a très longtemps, et l'Allemagne aujourd'hui est un des pays qui émet le plus de CO2 pour sa production d'énergie électrique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, contrairement à ce qu'on raconte, le 100% renouvelable est techniquement impossible. Il faut une base d'énergie qui est constamment présente, une source d'énergie constamment présente. Dans le renouvelable, vous avez de l'intermittence. Et donc, penser qu'on peut faire un mix énergétique uniquement avec du renouvelable, ça n'est techniquement pas possible. Il faudrait des batteries qui, en fait, contiennent de l'énergie électrique pour parfois plusieurs mois d'avance, mais c'est industriellement impossible pour le moment. Il faudrait vraiment une révolution industrielle en la matière qui ne semble pas poindre pour le moment. Donc, aujourd'hui, vous avez un choix qui est très simple. Soit vous faites du nucléaire plus du renouvelable, avec la plus grande part possible de renouvelable, soit vous faites du gaz avec du renouvelable. Vous pouvez espérer que le gaz soit un peu moins polluant à travers le temps, mais aujourd'hui, il y a une certitude. Les centrales en Allemagne, c'est des centrales au charbon, fermeront en 2038. Donc si la Belgique, plutôt que de faire du nucléaire, met du gaz, vous aurez charbon plus gaz jusqu'au moins 2038 avec les conséquences qu'on connaît. Les manifestants demandent quelque chose qui est impossible, qui est irréaliste, nous dit M. Boucher. Non, d'abord, c'est pas irréaliste. Et puis, M. Boucher a soutenu l'accord de gouvernement qui prévoit la sortie du nucléaire. Donc, je crois que là-dessus... Et par ailleurs... je voudrais insister sur le fait qu'aujourd'hui, il faut pas se tromper de débat. On a 7 réacteurs qui fonctionnent aujourd'hui, mais de toute façon, 5 sont destinés à être arrêtés dans les mois et les très petites années qui viennent. Donc, en fait, on parle de 2 réacteurs à prolonger ou pas. Et on sait aujourd'hui, avec le désinvestissement qu'on a eu dans les énergies fossiles, dans les énergies renouvelables, bien sûr, que si on ne ferme pas le nucléaire en Belgique, on n'aura pas les moyens d'investir massivement dans le renouvelable. Et c'est ça dont on a besoin aujourd'hui, après des années d'inactivité sur le shift énergétique. Alors, je suis désolé, mais on ne peut pas faire déborder l'émission en timing et il nous reste 1 minute 30. Est-ce que vous acceptez qu'on passe à l'argument recevable, les uns et les autres ? Oui, on est parti. Jingle. Madame Thibault, qui a été très sage ces quelques dernières minutes, la parole pour l'argument recevable que vous avez entendu aller chez M. Boucher. Sur les 5 minutes où il était là, il a parlé. Ok, donc l'argument recevable, je pensais évidemment, comme Greenpeace, c'est évidemment pas sur la sortie du nucléaire et le fait de se retrouver bloqué pour investir dans les énergies renouvelables. Par contre, je pense qu'il est recevable, c'est l'argument de dire il faut développer des alternatives à la voiture pour que les gens puissent se déplacer. On ne peut pas demander aux gens de switcher et d'abandonner la voiture si on n'a pas des transports publics, des voitures partagées ou d'autres systèmes, d'autres opportunités pour se déplacer qui soient faciles. C'est un argument extrêmement recevable. Madame de la Vallée, qui prépare son argument, bic à la main. Oui, non, je pense que, et on l'a entendu plusieurs fois, que ce soit de Madame Charlier ou des élèves, des enfants en début d'émission, c'est que c'est le rôle des politiques d'accompagner la transition et on ne peut pas surresponsabiliser les citoyens pour ça. Et donc on a un rôle à jouer pour accompagner notamment le secteur économique dans une transition juste pour tout le monde. Adélaïde Charlier, un argument recevable peut-être chez Georges-Louis Boucher ? Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord avec l'alternative qu'il
qu'il faut pouvoir offrir aux citoyens. Tout à fait d'accord avec la taxe qui est mise en place aujourd'hui. Et puis même sur la question du nucléaire, qui est une question. Lui n'est pas d'accord avec la taxe. Hein. Non, mais je sais, mais c'est pour ça que je suis d'accord sur cette question qu'il faut, avant de taxer les citoyens, leur offrir une alternative aujourd'hui. Sinon, c'est pas une transition juste. Donc je suis d'accord et je reçois ça. Et puis sur la question aussi, je pense qu'on doit pouvoir... si, pour ce que je disais en 2003, je pense qu'à ce moment-là, on aurait dû aussi mettre en avant une question de moins consommer, de limitation de consommation des énergies. Et alors peut-être qu'on aurait pu commencer une transition plus tôt, où on aurait pu faire des choix qui auraient été plus réfléchis, et on aurait eu plus de temps. Georges-Louis Boucher, un argument recevable chez Adélaïde Charlier ou chez Mme Thibault? Écoutez, un argument recevable, c'est le fait que 5 des 7 réacteurs devront fermer. Par contre, les 2 réacteurs restants représentent 40% de la production électrique nucléaire aujourd'hui. Donc il n'en reste peut-être que 2, mais c'est presque la moitié de la production. Donc ça permet, et je pense que c'est extrêmement recevable, cette fermeture, cette réduction permet d'avoir un nouvel espace pour du renouvelable, mais certainement pas pour du gaz. Et le maintien des 2 permettra justement de pouvoir se passer du gaz. Mais ce que je retiens aussi d'Adélaïde Charlier, c'est l'élément de dire il faut effectivement qu'il y ait des alternatives qui sont présentes, on en parlait tout à l'heure, et que nos citoyens ne se sentent pas pénalisés. Mais où elle a tout à fait raison, c'est qu'aujourd'hui... Vous êtes en train d'exposer le timing de l'émission. C'est qu'aujourd'hui, on a une prise de conscience qui aurait dû être la nôtre il y a 20 ans. Et donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, la prise de conscience ne correspond pas à la hauteur de l'urgence, ou du moins, nous n'avons plus le temps d'être uniquement dans cette prise de conscience. Et ça, c'est le gros handicap de ce challenge. Merci à tous les 4 d'être venus sur le plateau de Versus. Semaine prochaine, comme chaque fois, un nouveau thème et de nouveaux invités.